Bonsoir à tous. La mort rôde autour de la presse, mais davantage autour du football camerounais. L'on n'avait pas fini de pleurer le départ de Modeste Mbami que l'on est confronté à la disparition de Guéha Ikwam. L'ancien entraîneur de différentes sélections des Lions indomptables du Cameroun est décédé, tué dans un accident de la circulation à Yaoundé. En l'espace de quelques jours, un joueur et un entraîneur sont passés de vie à trépas, plongeant la grande famille du football camerounais dans l'émoi et la consternation. L'espoir viendra peut-être des Lions A'. Le Cameroun joue sa qualification pour les huitièmes de finale du CHAN Algérie 2023. Cameroun-Niger, dernier match du groupe E, ça passe ou ça casse pour les Lions A' du Cameroun. Et on en parle au cours de cette édition de 100% foot, 100% foot sur Equinox Télévision, qui reçoit ce soir le coach Casimir Manguet. Bonsoir coach. Merci Cyril, bonsoir. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir au panel. Permettez-moi de dire bonsoir au président directeur général, le très révérend apôtre Julius Equier de Triomphe FC. Et je m'en voudrais de ne pas dire bonsoir à monsieur le maire de Berthois II, qui est votre fidèle téléspectateur. Il ne manque aucune de vos émissions. Carrément. Et à ma petite famille à Berthois, commissaire Mbezele Hermine et toute la petite famille Mbezele Samba. Ils sont nombreux à regarder 100% foot sur Equinox Télévision. Vous étiez là la semaine dernière. Vous voulez dire il y a 7 jours. Il y a 7 jours, vous êtes encore là aujourd'hui. Merci d'accepter chaque fois l'invitation d'Equinox Télévision, l'invitation de 100% foot. Bien entendu, il y a Nana Paul Sabin qui m'en voudrait si une seule fois je ne répondais pas présent. Vous êtes toujours là chaque fois. Merci d'être venu encore. Merci pour l'invitation. 100% foot reçoit également sur le plateau Elvis Christian Thiagué. Bonsoir. Bonsoir Haïti, bonsoir à tous. Vous êtes également un habitué des studios, hein? Oui, habitué. Plus simplement d'Equinox, plus simplement de 100% foot, mais d'Equinox dans l'ensemble. Oui, c'est un peu cela la grandeur avec laquelle vous m'invitez ici. Maintenant, je suis partagé entre différents plateaux et ça ne peut que me faire plaisir parce que je démontre que j'ai véritablement de la poigne, que je suis l'un de vos panélistes fidèles et que les téléspectateurs commencent déjà à s'habituer à ma présence dans vos différentes émissions. En fait. Et surtout, les téléspectateurs apprécient vos éclairages, vos analyses en rapport avec les différents sujets qui sont traités et pour lesquels on sollicite généralement votre présence sur nos différents plateaux. Merci de me le dire. Merci d'être venu ce soir pour 100% foot. Je vous en prie. On accueille également sur le plateau de 100% foot quelqu'un de la maison, Lindevindio. Bonsoir. Bonsoir Ike, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision du peuple. Vous êtes à la maison, vous êtes chez vous? Oui, c'est vrai, je sors de l'autre chambre. C'est la même maison et on est toujours très honorés d'être sur le plateau pour partager nos connaissances, nos informations, nos analyses avec ceux qui admirent et apprécient la télévision du peuple. Les analyses, les téléspectateurs en auront besoin ce soir plus que jamais. Les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour sont dignes d'intérêt. Merci d'être venu sur le plateau. Le plaisir partagé. On va commencer par une note pas tout à fait gaie. On a appris le décès, il y a 24 heures seulement, de l'ancien entraîneur de différentes sélections des Lions indomptables du Cameroun, Guéha Ikwam, qui s'en est allé. Il a péri dans un accident de la circulation survenu à Yaoundé. On évoque tout cela d'entrée d'émission, on évoque tout cela dans ce reportage de Fabrice Eloumou. On ne s'attendait pas. C'est une nouvelle page triste pour le football camerounais, plongé dans le deuil de Guéha Ikwam fils. L'ex-entraîneur adjoint des Lions indomptables entre 2002 et 2008 est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites d'accidents de circulation au quartier Emana à Yaoundé. Le vice-champion d'Afrique 2008 était alors âgé de 61 ans. Guéha Ikwam, ancien professeur à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS de Yaoundé, a marqué plus d'un, comme le témoigne le coach Clément Zeko. Consternation et moi m'ont traversé à l'annonce et au coup du décès de M. Guéha Ikwam, que j'ai connu pour la première fois, j'ai rencontré pour la première fois en 1992, alors que je suis étudiant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Il est chargé de cours et doit me donner le cours de biologie.
Ensuite, comme entraîneur et même encadreur, parce qu'à la direction technique nationale, il était officier comme instructeur. Je l'ai connu comme collaborateur parce qu'il était entraîneur à la Kadi Sport Academy. Et ça fait que sur plusieurs points, on s'est croisés et apprendre aujourd'hui qu'il a quitté le monde des vivants, vraiment, ça me fait extrêmement mal au cœur. Une minute de silence a été observée lors du match Dynamo de Douala contre Ofta de Kribi, à mémoire de celui qui est passé par plusieurs clubs du championnat local, notamment le Tonnerre de Yaoundé, l'Unisport de Bafan ou encore la Dynamo Football Club de Douala, entre autres. Son dernier gros challenge remonte en 2021 lors du championnat d'Afrique des Nations joué au Cameroun. Durant le tournoi, il aura été coach en appui au staff technique de l'équipe nationale du Cameroun, nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour rappel, c'est le deuxième acteur de football camerounais qui décède en ce mois de janvier après Modeste Mbami, parti le 30 janvier dernier des suites d'arrêt cardiaque. La grande faucheuse nous l'a donc enlevé, le coach Ngoya Ikwam, qui s'en est allé. Il a succombé, en tout cas il a été tué dans un accident de la circulation survenu au quartier Emana, ici même à Yaoundé. Grosse perte pour la grande famille du football camerounais, coach Kazimi Mangé. Grosse perte pour les entraîneurs, la CEF, l'association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football. Je pense que je dirais immense perte. Immense perte. Nous avons perdu un document de football très important. Je suis davantage attristé parce que je l'ai personnellement connu. Il a été mon directeur technique à mon Cameroun Sport Academy à Boyan. Il a été mon collaborateur à la Kadi Sport Academy. Clément Zoko vous en parlait tout à l'heure. Et j'ai eu également l'occasion de le rencontrer. En 2002, lui, il avait Unisport de Bafan, moi j'avais Stade de Bertois. On était aux Interpools de 2000, je voulais dire 2000, Bamenda Bafoussa. Et nous étions curieusement dans la même sous-poule. Moi, je venais de sortir fraîchement des débuts en entraînement. Et lui, il était mon instructeur. Et il était très embêté que je l'ai embarrassé tout au long du match. Idem avec Jules Nyonga qui était avec mon Cameroun à l'époque. Donc, je suis très attristé parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté sur le plan physiologique et même dans la compréhension de la tactique du jeu. Et il avait une grosse modestie. Quand vous ne comprenez pas le sujet, il ne passait pas. Tant qu'il n'était pas persuadé que vous avez compris, il vous amenait calmement à comprendre. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Jamais il avait fait des éclats de voix, même lorsqu'il était en situation difficile. Le genre d'entraîneur, quand vous êtes... De toute façon, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne vous diront pas qu'ils sont dépassés, mais il y a des moments où ils sont dépassés. Mais je vous assure, M. Ngoya Ekwam, même lorsque la situation était critique, il avait la même sérénité. Donc ils sont comme ça, deux qui m'ont marqué dans ce tempérament-là. Lui, Ngoya Ekwam et Bonaventure Djonkep. C'est des gens, quelle que soit la situation, j'ai toujours rêvé de devenir ce Ngoya Ekwam ou bien ce Bonaventure Djonkep dans leur tempérament. Donc c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Mon petit séjour avec lui à mon Cameroun Sport Academy, il n'avait passé un jour sans chercher à me poser la question de savoir: as-tu préparé ta séance du lendemain? Je n'étais encore qu'éducateur. Donc c'est une grosse perte. Et ce qui m'a le plus fait mal également, c'est que Modeste, qui a été un de ses enfants, à peine il vient de décéder, lui aussi il succombe. Je suis très attristé. Si ça n'avait pas été vous, Cyril, et vos téléspectateurs, je crois qu'après que vous ayez introduit ça, je serai sorti du plateau parce que je suis en larmes. C'est vrai, c'est difficile. Hein? C'est difficile, la perte d'un être cher, le départ de Ngoya Ekwam, c'est assez difficile, c'est douloureux. Elvis Christian Sagué, perdre un monument du football, un immense personnage du paysage footballistique camerounais, c'est dur. Hein? Oui, ce n'est pas seulement du football camerounais, hein, c'est du football mondial aujourd'hui, on va le dire comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a été dans le banc de touche des Lions Indomptables, qui ont participé en sa présence à plusieurs compétitions
international. Et c'est quelqu'un qui a marqué d'une présence incroyable sa tactique, sa technique sur le plan du jeu du Cameroun tout entier, parce qu'il a été maître du jeu au sein de plusieurs clubs camerounais. Il faudrait rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'il a conduit aussi des équipes de jeunes au niveau national. Ce qui fait qu'il a dû implémenter et il a dû, n'est-ce pas, savoir éduquer ses enfants qui ont pris de l'âge et qui ont mûri, qui par la suite se sont retrouvés dans la grande équipe nationale. Notamment son fils Modeste Mbami, comme le rappelait le coach tout à l'heure, qui a quelque part pris le pas avant lui et qui aujourd'hui se retrouve avec lui dans l'au-delà, quoi. On va le dire comme ça. Maintenant, il faudrait que l'on accepte la volonté de Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui conduit les hommes. C'est Dieu qui décide de qui devrait retourner vers lui. C'est Dieu qui accepte que ceux qui restent sur la terre des hommes puissent, n'est-ce pas, conduire sa volonté. Nous acceptons que Ngoya Ikwam soit parti. C'est une très grosse perte. C'est indéniablement l'un des artisans du développement du football camerounais. Et nous espérons que ceux qui prendront la relève au niveau du banc de touche des Lions Indomptables sauront, n'est-ce pas, être des bons éducateurs comme lui il a été. Oui, comme qui s'en est donc allé, on l'a dit, hein, le dernier poste de responsabilité qu'il a occupé au sein des Lions Indomptables, on le rappelait dans l'élément tout à l'heure, il avait été nommé en appui auprès de la sélection A', lors du CHAN 2021 disputé au Cameroun. Le Cameroun avait été éliminé aux demi-finales par le Maroc, futur vainqueur de l'épreuve. On parle de 2021, mais on peut davantage parler, Lindovinho, de 2008. La CAN au Ghana, le Cameroun battu en finale. Ngoya Ikwam, à l'époque, était adjoint de Otto Pfister sur le banc de touche des Lions. Oui, cette CAN a marqué le Cameroun parce que après le sacre de 2002, c'est la seule édition qui a vu le Cameroun atteindre ce niveau de compétition jusqu'à ce qu'on soit au firmament en 2017. Et donc être le principal collaborateur de Martin Otto Pfister, il aura été véritablement l'homme de l'ombre qui a fait le gros du travail. Et bon, je suis de ceux qui ont souvent pensé qu'on n'avait pas suffisamment donné leur chance aux entraîneurs locaux à la tête, notamment de la sélection A ou à la tête de la direction technique nationale. Parce que quand on a battu tout ce qu'on a eu comme travail, quand on s'appelle Jules Nyonga, quand on s'appelle Ngoya Ikwam, quand on s'appelle Bonaventure Djonkep, et que on doit toujours être relégué au second plan et qu'on aille parfois trouver des sorciers blancs. On est habitué à cette expression. C'est embêtant. Il est même arrivé qu'on ait un directeur national, un directeur technique national blanc. Bon, je ne suis pas peut-être raciste, mais quelque part, ça fait aussi mal de voir que toute l'expertise locale n'est pas toujours suffisamment mise à profit. Aujourd'hui, il s'en est allé. Peut-être qu'il avait encore beaucoup à apporter au football camerounais, et j'insiste au niveau de la direction technique nationale, parce que cette direction technique nationale devrait pouvoir imprimer ses marques au niveau du football camerounais. Malheureusement, elle n'a pas accès à l'équipe A. Et je pense qu'une direction technique nationale restructurée avec tout ce qu'on a comme talent et expérience, ça devrait certainement imprimer de nouvelles marques pour le football camerounais et les Lions Indomptables en particulier. Et vous parlez justement du talent et de l'expertise locale, l'expertise des techniciens camerounais. Ngoya Ikwam avait cette expertise-là. Il avait prêté également à la KSA, la Kaji Sports Academy. Le coach Clément Zeko le disait encore dans l'élément qui est passé tout à l'heure. On va vous proposer une réaction, un témoignage de l'un de ceux avec qui il a cheminé à la KSA notamment, mais
divers autres programmes du football camerounais. On va écouter le témoignage de Michel Kaham, une révélation de Michel Kaham dans ce témoignage. C'est Michel Kaham et Ngoya Ekwam qui, ensemble, donnent à Samuel Eto'o-Fils sa toute première sélection au sein de l'équipe des Lions juniors. À l'époque, Michel Kaham était entraîneur, Ngoya Ekwam adjoint, et ce sont les deux qui ont offert à Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui président Africa Foot, sa toute première sélection chez les Lions juniors. On écoute le témoignage de Michel Kaham après l'annonce du décès de Ngoya Ekwam fils. Le coach Ngoya Ekwam et moi, nous avons travaillé ensemble pour le compte de la sélection nationale junior en 1996. On a gardé de très bonnes relations. D'ailleurs, le dernier entretien que j'ai avec lui, c'est la semaine dernière. Il m'a appelé, il m'a dit « Coach, comment ça va ?» J'ai dit « Ça va très bien. » Il m'a dit « Tiens, désormais, je vais gérer des équipes de jeunes dans une structure scolaire, une grosse structure scolaire à la sortie de Yaoundé. Alors, je veux savoir comment se prépare le football jeune, le championnat des jeunes. » Mais je lui ai dit « Très bien. » D'ailleurs, le match d'ouverture aura lieu le 4 février à Douala. Il m'a dit, tiens, il faudrait que je vienne te voir pour qu'on en discute. Puis je lui ai demandé ceci. Alors, coach, je t'ai vu ces derniers temps aux côtés d'une grande dame dans la Dynamo de Douala, mais il se pourrait que vous soyez désormais plutôt du côté des DEA. Il m'a dit, non, coach, moi je suis resté à Douala. Je suis pour l'union des Bassards, donc je ne suis pas avec le groupe qui allait à DEA. Mais qu'à cela ne tienne, je viens te voir, on va en parler. Je viens d'ailleurs de rentrer de la Russie, où j'ai rencontré certains partenaires, toujours dans le projet que j'ai en tête. J'ai dit, bien, coach, c'est bon. Alors, je t'attends. Voilà comment on s'est séparés. Et ce qui est arrivé est arrivé. Vraiment triste qu'un entraîneur de cette trempe, à cet âge, alors qu'il a encore plein de projets, termine sa course comme cela. C'est vraiment triste. Le témoignage de Michel Kaham, Ngoya Ekwam, soucieux des choses parfaitement faites. On l'a suivi. Et ça, c'est ce que raconte Michel Kaham. C'est un entretien, le dernier entretien qu'il a eu avec Ngoya Ekwam, un entretien qui date d'une semaine avant le décès de Ngoya Ekwam. Bien entendu, puisqu'il était depuis un certain temps responsable des structures des jeunes. Donc il était dans un projet et ça faisait pas un mois d'ailleurs, j'étais avec son fils qui est également attaché à l'entraînement. Il devait d'ailleurs, il y a 2 ans, être avec le Tonnerre de Yaoundé. Il faisait ses pas là-bas. Et il me disait, il pense que le Cameroun doit s'investir maintenant au niveau de la base. Et lui, il avait déjà beaucoup de projets et il en parlait avec Michel déjà. Malheureusement, il avait subi quelques résistances. Vous savez que les décideurs camerounais, dès lors que vous avez des opportunités d'ouverture, on commence à vous opposer des difficultés. Et il a commencé à faire face à ça, mais il me rassurait que lui, il pense que c'est au niveau de la jeunesse qu'il va falloir mettre l'accent. Et je crois que ce projet, je n'ai pas je peux oser le dire ainsi, il était le seul qui pouvait amener à bon port ce projet-là. Ces jeunes, j'ai pas envie d'être à leur place parce que ce qu'il préparait pour ces jeunes, je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait le courage que lui, il avait déjà. Et il en parlait avec Michel. Mais Michel, là où il doit être, il est désemparé parce que c'était un des éléments qui allait amener ce football jaune à retrouver un autre niveau. Vous avez suivi dans le reportage. Il est de ceux qui avaient donné une vraie valeur à la catégorie jeune. Vous vous souvenez des sélections cadettes et juniors dans les années 99, 2000 et 2002. C'est Ngoya Ekwam et Michel Kaham. Quand il vient à la Cadi Sport Academy, c'est lui qui révolutionne les catégories jeunes. Bien qu'étant entraîneur de l'équipe première, mais je ne vous dis pas, il ne manquait pas une séance d'entraînement des jeunes pour amener les éducateurs à comprendre les vraies approches pédagogiques de l'enseignement du football chez les jeunes. Je vous prends un petit truc qu'il m'avait dit, me dit, est-ce que vous savez que chez les jeunes, ce n'est pas normal qu'on accepte que le jeune vous appelle coach?
Et je lui demande pourquoi. Il me dit, est-ce qu'à la maternelle, on appelle là-bas le prof? À la maternelle, on dit madame. On ne dit pas. Donc, il dit, et même chose chez les footballeurs, quand vous êtes à la découverte, à l'initiation, là-bas, on n'appelle pas coach, on appelle monsieur ou éducateur. Et ça, c'est resté dans ma tête depuis une quinzaine d'années. Alors Michel, plutôt Ngoya Ekwam qui était donc à la tête d'une structure, grosse structure de formation de la jeunesse, et s'il voulait rencontrer Michel Kaham, c'était parce que Michel Kaham est dans le football jeune et dans, c'est quoi? C'est la commission de football jeune? De football Commission nationale de football jeune. Est-ce que c'est encore commission? La Ligue. La Ligue, voilà. La Ligue, parce que ça a évolué. C'est la Ligue. Voilà. Maintenant, c'est la Ligue. Voilà, c'est la Ligue de football jeune. Michel Kaham a été secrétaire général avant que quelqu'un d'autre ne soit nommé. J'en profite d'ailleurs pour saluer le président, M. Diampi. Avant que quelqu'un d'autre ne soit nommé à sa place. Et Michel Kaham qui annonçait donc le démarrage, le lancement du championnat jeune le 4 février prochain. Malheureusement, Ngoya Ekwam ne sera pas de la partie. Et on espère bien que l'institution dont il avait la charge et qui s'apprêtait à prendre part à ce championnat va effectivement prendre part à ce championnat parce que c'est des enfants qu'il ne faudrait pas non plus abandonner dans la rue, Christian. Espérons simplement qu'autour de lui, il y avait des hommes qui comprenaient ce qu'il avait envie de faire. C'est vrai que les œuvres d'un humain, lorsque l'humain n'est pas présent, ne resteront que ses œuvres à lui. Mais il peut y avoir quand même des gens qui comprennent où est-ce qu'il voulait emmener ces jeunes-là. Nous espérons que la disparition de Ngoya Ekwam ne sera qu'une partie du développement de ce football des jeunes qui va être, n'est-ce pas, qui va nous manquer. Nous espérons qu'à travers cette perte, Ngoya Ekwam n'aura pas emporté par devers lui et sous la terre de nos ancêtres tout ce programme qui aujourd'hui semble être le programme par lequel le football camerounais devrait se redévelopper. On pourrait le dire comme ça. Cela dit, Ngoya Ekwam devrait marquer les esprits de ceux qui vont conduire demain ce football jeune. Il devrait se dire c'est un véritable challenge. Sans lui, nous allons, n'est-ce pas, montrer aux yeux des parents de ces jeunes enfants qu'il avait tout tracé et que le chemin qui avait été mis sur pied va être suivi simplement. Et l'on a dit depuis le début de ce programme, Ngoya Ekwam était le père de Modeste Mbami. Mbami était le fils de Ngoya Ekwam. Tous les deux sont aujourd'hui décédés. Ils vont se retrouver certainement au-delà. Dans l'au-delà, les obsèques de Modeste Mbami sont programmées cette semaine. Modeste Mbami, dont la dépouille est arrivée à Yaoundé, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, avant d'être déposée à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Les obsèques sont donc programmées cette semaine, mercredi 25 janvier 2023, au stade du Kansik de Longkak, à 9h, un match d'hommage, un match pour célébrer la mémoire de Modeste Mbami, quoi de plus normal. Le footballeur est célébré à travers un match de football. Jeunesse Stade de Yaoundé, l'un de ses clubs formateurs, club dans lequel il fait ses premiers pas dans le football. Jeunesse Stade de Yaoundé sera opposé à Manchester Déligédjoa. Un match prévu à 9h, mercredi 25 janvier, au stade du Kansik de Longkak. La suite des obsèques, c'est vendredi 27 janvier, on a le programme des obsèques à l'antenne, à l'hôpital général de Yaoundé à 9h. Levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Ensuite, il y aura une descente, un tour dans différents quartiers de la ville de Yaoundé, les quartiers Eligédjoa, Etoameki, Omnisport et Briqueterie. Ce sont certainement les quartiers qui ont vu grandir Modeste Mbami. Après ce mini tour de ville est prévu une messe à la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Kong. C'est à Essos, lycée bilingue, si vous voulez, hôtel du Plateau, en tout cas la paroisse catholique Saint-Pierre-et-Paul de Kong à Essos, où il y aura donc cette messe. À 20h, le même vendredi, 27 janvier 2023, veillée au domicile derrière le cantonel Essos. 20h, donc notez-le, grande veillée au domicile de Modeste Mbami derrière le cantonel Essos. Et samedi 28 janvier 2023, ce sera donc l'inhumation, les obsèques de
Modeste Mbami. On voit bien que l'entête qui annonce le programme des obsèques, c'est l'entête de Genesta de Yaoundé. On voit Genesta de Yaoundé au Fou et au Moulin. Depuis l'annonce du décès de Modeste Mbami, c'est Genesta qui est allé accueillir le corps, la dépouille à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On voit Genesta impliqué, porter le deuil, comme ça se dit, Lindovin Dio. On sera attendu que ce soit la FECAFOOT, par exemple. C'est vrai que logiquement, ça devrait être la FECAFOOT. Mais l'actualité peut-être ne plaît pas vraiment à ce que ce soit la FECAFOOT. En tout cas, je m'y attendais le moins. Mais il y a un hommage que Akwe Domingo tient à rendre à son poulain. Et il a d'ailleurs été la dernière personne avec qui Modeste Mbami a échangé au téléphone quelques minutes pour que par la suite on le rappelle pour l'informer que son ami venait de décéder. Et donc, son fils, vous voulez dire? Voilà, son fils devenu son ami. Et donc, ces jours-là, il fallait voir la charge d'émotion qu'il y avait dans la voix de Akwe Domingo, complètement abattue. Parce que Modeste Mbami est parti un peu trop tôt. Peut-être que les générations actuelles ne l'ont pas vu jouer, mais il a fait ses preuves au-delà du Cameroun. Il a fait ses preuves dans deux des meilleurs clubs français, à savoir le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et jouer à une époque où vous aviez des Valbuena et autres, et être titulaire, c'est dire qu'il avait ce talent et qu'il s'était imposé, parce que Samuel Eto'o en son temps avait toujours dit: quand vous êtes noir et que vous évoluez, vous réussissez à chipper une place en Europe, sachez que vous faites 2 fois le travail des autres. Et donc, en le transposant au cas de Modeste Mbami, je pense qu'il a beaucoup donné. Peut-être qu'il est parti un peu trop tôt aussi, mais c'est quelqu'un qui a très vite atteint aussi le sommet. Et donc, logiquement, Genesta de Yaoundé a intérêt à lui rendre cet hommage mérité, parce que déjà, quand vous parlez de FECAFOOT, on sait bien que le deuil, la FECAFOOT a eu de la peine à porter le deuil. Une banderole a été affichée peut-être 3, 4, 5 jours, je ne sais plus très bien. Mais très tôt, à Eligedjoa et à Loncac, le deuil, tout le monde s'est senti concerné par le deuil. Et donc le club du quartier ne devrait pas rester insensible. Tout à fait. Alors on va rester prudent, on ne va pas très vite dire que la FECAFOOT ne fait rien, mais simplement que à notre niveau, ici nous n'avons pas encore connaissance d'une quelconque action prise par la Fédération camerounaise de football et Elvis Christian Sagué en rapport avec l'organisation des obsèques de Modeste Mbami. Oui, certainement, il y a cette banderole qui a été accrochée au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quelques jours après, du moins 72 heures après l'annonce du décès de Modeste Mbami, la FECAFOOT n'avait pas encore réagi. Donc, donnons peut-être le temps, peut-être c'est une stratégie de communication que la FECAFOOT est en train d'employer pour venir en plein dans l'organisation des obsèques de Modeste Mbami. C'est vrai que nous n'avons pas complètement approché les administrateurs de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui pour savoir si oui ou non il y a eu s'il y a des actions qui ont été mises sur pied, ou s'il y a un plan des obsèques qui va être mis sur pied. Maintenant que Ngoya Ikwam aura suivi, nous espérons que ça va réveiller, n'est-ce pas, et que le tact et la niaque avec laquelle la FECAFOOT devrait agir dans ce genre de situation devrait être remis sur pied, et que ceux-là qui gèrent la fédération comprennent que lorsqu'on a été un joueur international, voire même un joueur au niveau du championnat national, la fédération a le devoir de pouvoir exister au niveau de l'organisation des obsèques de ceux qui conduisent le football camerounais vers le haut. Modeste Mbami n'est pas quelqu'un dont la fédération pourrait
ne pas agir lors de ses obsèques parce qu'il fait partie de la grande classe des footballeurs qu'aura connu les Lions indomptables. Il fait partie de ceux-là qui ont marqué le football africain, voire mondial, avec sa participation lors des Jeux olympiques de Sydney. Qui ne se rappelle de ce but qui avait fait, n'est-ce pas, du Cameroun un finaliste. Ce but de quart de finale contre le Brésil. Contre le Brésil, comme, mais qui comptait déjà pratiquement pour une finale, parce que contre le Brésil, tout le temps qu'on se retrouve contre le Brésil, que ce soit dans des compétitions des jeunes comme celles des adultes, on se dit toujours, c'est quand même le Brésil en face. Et lorsqu'on a battu le Brésil, quelque part, c'est un peu... qu'on a remporté une finale. On considère que l'on a au moins joué une finale. À défaut de la remporter. Parce que lorsque le Brésil est présent, l'objectif, c'est toujours de se retrouver en finale. En finale. Alors, il faut souligner, Modeste Mbami, en son temps, avait déjà décliné une... Oui, il avait décliné une nomination comme team manager. Et en contestation de... La manière avec laquelle il avait été nommé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été consulté. Oui, et je pense que c'était aussi Salom qui savait... Ils ne sont pas nombreux, les Camerounais qui peuvent refuser les nominations. Qui estimait qu'on ne respectait pas suffisamment le footballeur et que lui, ce n'est pas de cette manière cavalière qu'il allait être porté à la tête, en tout cas c'était déjà pas la tête d'une sélection, mais un poste administratif au sein d'une sélection nationale. Donc c'est ce caractère fort de l'homme qu'il faut toujours saluer. On rappelle dans le programme... Cyril, s'il te plaît, on peut regretter quand même que les figures emblématiques de la République, les décideurs soient indifférents. Je pense qu'il va falloir que le président de la République impose que les figures emblématiques du Cameroun soient honorées de la plus belle des manières, par force, c'est-à-dire si c'est le football, la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et une entité comme Jeunesse devaient être associés pour manifester l'attachement à la disparition de Modeste Mbami. Et il n'y a aucune raison, quelles que soient les guéguerres des 2 ou 3 entités, l'intérêt national doit prévaloir. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit être un peu prudent. Nous n'avons pas... Écoutez, on ne dit pas que la fédération ne fait rien, mais simplement qu'à notre niveau... Bon, j'enlève le cas Modeste Mbami. Je parle de tout Camerounais qui aura été une figure emblématique en sport, que ce soit le javelot, que ce soit le rugby, que le ministère des Sports, la fédération d'athlétisme ou de volley, de handball et le club où évoluait l'athlète devraient s'unir pour un hommage mérité. C'est aussi simple à comprendre. Il faut que ça devienne une loi que lorsqu'une figure emblématique est décédée, que les 3 entités s'harmonisent. Quand on voit une affiche, que ce ne soit pas l'affiche seulement Union sportive d'Abomba. Non. Il faut que ce soit État du Cameroun, Fédération de je ne sais pas si c'est badminton ou quoi, et puis l'entité, c'est-à-dire le club là où évoluait l'athlète. Il faut qu'on en arrive à ça. Pour qu'on ne soit pas en train de se tergiverser, est-ce que vraiment l'autre va faire, est-ce que l'un fait. Mais puisque cet enfant a appartenu aux Camerounais, que ce soit la Fédération camerounaise de football, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit Jeunesse, pourquoi les 3 là ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour dire que quand c'est le deuil, on oublie nos bagarres? Vivement que cela arrive. En attendant, on rappelle dans le programme des obsèques de Modeste Mbami, mercredi 25 janvier au stade du Kansik de Lonkak à partir de 9h, match de football. Jeunesse Stade Yaoundé contre Manchester de Ligue Edouard. Vendredi 27 janvier, 9h, hôpital général de Yaoundé, levé de corps, suivi d'un mini-tour dans les quartiers Ligue Edouard et Toameki, Omnisport et Briqueterie. Ensuite, messe à la paroisse Saint-Pierre de Con, à Essos, lycée bilingue. À 20h, le même vendredi, grande veillée à son domicile derrière le camp Sonnel Essos. Samedi 28 janvier, inhumation. Modeste Mbami a joué à Jeunesse Stade. Il a aussi joué à Dynamo de Douala. Ngoué, comme on l'a vu dernièrement, ces derniers jours, ces derniers moments, était également impliqué au sein de la Dynamo de Douala. Dynamo qui était sur le terrain ce week-end pour jouer son match de la 11e journée du championnat national de football Elite Tour. On a les images de ce match Dynamo contre Ofta de Kribich, votre ancien club, Casimir Manguet. Et ce but, l'unique but de Dynamo Football Club de Douala qui est venu à bout de Ofta de Kribich, 1-0, de belles actions
au cours de cette rencontre. Par exemple, l'une de ces belles actions, mais vendangée. Au final, c'est Dynamo de Douala qui va l'emporter 1-0. Hofta de Kribi très mal en point dans ce championnat de football Elite 2. L'Elite 2 se poursuit alors que l'Elite 1 est arrêté pour cause de CHAN Algérie 2023. On va revoir dans la foulée de cette action le but donc inscrit par Dynamo de Douala, l'unique but de la partie. Un ballon récupéré pratiquement dans l'entrejeu et l'attaquant qui part dans le dos de la défense. Il y a deux défenseurs qui n'arrivent pas à aller à sa poursuite et il va donc battre le gardien, il va s'excentrer avant de battre finalement le gardien et c'est l'unique but Dynamo de Douala qui l'emporte 1-0. Match de la 11e journée du championnat national de football Elite 2. On va regarder l'ensemble des résultats de cette 11e journée du championnat national de football Elite 2 avec ça a démarré depuis samedi et le choc de cette 11e journée, le derby western entre Unisport du Onkam et Racing de Bafoussam. Racing qui allait coiffer Unisport à domicile. Défaite de Tamkor, 0 but contre 1. Victoire de Racing de Bafoussam. Un hold-up de Racing qui est allé à Bafang même sur le stade Unisport pour faire ce hold-up. Victoire de Racing de Bafoussam, 1-0. Le même samedi, Rangers de Bafout est venu à bout de AS FAB de Yaoundé, 2 buts contre 1. Alors que Lausanne a sorti la tête de l'eau. Victoire de AS Lausanne, 4-2 face à Foncha Street. La suite de cette 11e journée, c'était dimanche. L'Aigle du Mungo, deuxième défaite consécutive. L'Aigle battu par Victoria United de Limbe, 0 but contre 1. Il y a eu également la victoire de Stade de Bétois face à Léopard, 2-0. Alors que Dynamo, on le voyait il y a un instant, Dynamo est venu à bout de Hofta de Kribi, 1-0. Au classement, après 11 journées en Elite Tour, Foncha Street fait la course en tête, 18 points. Racing de Bafoussam, deuxième, 17 points. Unisport du Yonkam, 17 points également. Les anciens pensionnaires de l'Elite 1 qui ne rêvent que d'une seule chose, revenir en Elite 1. En tout cas, Racing et Unisport sont en bonne voie. Peut-être pas leader du groupe, mais en bonne voie. Tout comme l'Aigle du Mungo, 17 points également pour l'Aigle du Mungo qui dégringole. Il y a 2 journées seulement, l'Aigle était en tête. 2 défaites consécutives et l'Aigle se trouve éjecté du podium. Ça veut dire que ça joue dur, ça joue serré dans ce championnat. Même le 8e est à une victoire de la du podium. Voilà, c'est-à-dire que si le 8e gagne son prochain match, le premier perd son match et il revient parce que l'écart est de 3 points. C'est assez serré. C'est assez serré. L'Aigle qui était en tête après 2 défaites, l'Aigle se trouve éjecté du podium. Alors, 5e, c'est Victoria United, 16 points. 6e, AS FAB de Yaoundé, 16 points. Stade de Bétois, un club qui vous est cher, Casimir Manguet, 7e, 16 points. À 2 points du leader. 2 points du leader. Rangers de Bafout est 8e avec 15 points. AS Lausanne, 12 points, 9e. Dynamo FC de Douala, Dynamo qui a eu beaucoup de difficultés même à démarrer ce championnat. Dynamo 10e avec 12 points. Léopard de Douala, 11e, 11 points. Et dans la zone rouge, il faut faire attention pour le TKC. Ça va très mal. Tonnerre risque de se retrouver en D2 régional à ce rythme-là. Tonnerre va redescendre en D2 régional du centre. Au regard de ce classement, il faudrait que les dirigeants de Tonnerre reprennent du poil de la bête parce que ils doivent se secouer. En ce moment, c'est compliqué pour TKC. Mais véritablement. Imaginez TKC en D2 régional du centre. Ça devient une équation paramétrique à plusieurs inconnus. C'est compliqué. Sauf que la vérité, c'est quand vous êtes en championnat et lorsque vous avez l'habitude de ne plus gagner, vous êtes condamné à descendre. Parce qu'il faut à ces dernières équipes 10 victoires. Mathématiquement, c'est possible. Mais au regard... Mais comment l'obtenir? Comment les obtenir? Tout passe par 10 victoires. S'il n'y a pas 10 victoires, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas espérer. 10 victoires, ça fait 30 points. Plus 12, on peut faire 42. Il faut bien se poser la question de savoir quelles sont les équipes
qui peuvent accepter se faire battre 10 fois. C'est compliqué, très compliqué. C'est compliqué pour TKC qui est 12e, 9e, 9 points. C'est beaucoup plus compliqué encore pour Ofta de Kribi. Là, c'est carrément cuit pour Ofta de Kribi. Dommage. Ofta de Kribi qui est 13e avec 2 petits points. Ça me rappelle un certain Scorpion de B qui avait réussi l'exploit de terminer une saison, je crois, sans une seule victoire. C'est très compliqué là. Et lorsqu'on voit Ofta de Kribi, 2 points, ça suppose 2 matchs nuls seulement, pas de victoire. Et même c'est toujours sur des scores étriqués que Ofta c'est toujours 1-0, 2-1, 1-0. Je crois qu'ils sont à la 8e contre-performance ayant perdu sur le score de 1 but contre 0. Ofta de Kribi relégué de l'élite 1 à l'élite 2 et qui est sur le point de partir de l'élite 2 pour la D2 régionale dans le sud. C'est assez compliqué également. En tout cas, le championnat élite 2 se poursuit cette mi-semaine, ce mercredi 25 janvier. Ça va vite dans ce championnat élite 2. C'est déjà la 12e journée avec la programmation. Les rencontres de ce mercredi 25 janvier à Bafan, Unisport du Honcam contre Dynamo de Douala, à 15h au stade municipal de Bafan. L'occasion pour Unisport de se racheter après avoir perdu le derby de l'Ouest face à Racine de Bafoussam. Au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, dans la cuvette de Fandina à 15h. ASFAP sera face à Léopard de Douala, stade de Bamendi de Bafoussam, 15h, Racine de Bafoussam contre Aigle Royal du Mungo. Ça va se savoir. Au stade Niété Evekam, Kribi, Ofta de Kribi va jouer TKC, c'est le bal des chiffonniers. Oh là là, le bal des chiffonniers. Ofta contre TKC au stade Evekam de Niété. Et puis au Centenary Stadium de Limbe, Victoria United contre stade de Bétois. Enfin, au stade de l'université de Bambili, Bambili University, Rangers de Bafout face à AS Lausanne d'Anguissa. Foncha Street de Bamenda est exempte pour cette 12e journée du championnat Elite 2. Et on ne va pas quitter les clubs, on y reste pour parler des arbitres. S'il y a match, ça suppose qu'il y a des arbitres. Bien entendu. Pour diriger ces rencontres. L'ACAF, l'association des arbitres de football, qui a un nouveau président depuis quelques jours, Alioum Sidi, arbitre international, que nous considérons d'ailleurs comme le meilleur sifflet africain, on peut le dire. Alioum Sidi, qui depuis quelques jours a pris les rênes, a pris la tête de l'ACAF, l'association camerounaise des arbitres de football, et il a entamé un tour de différentes régions. Ce week-end, c'était au tour de la région du littoral, tournée de prise de contact du président de l'ACAF, Alioum Sidi, qui était dans le week-end dernier à Douala. C'était dans la 5e étape de sa tournée des 10 régions. Il est d'ailleurs anobli, Alioum Sidi, au cours de cette étape dans la région du littoral. Il est venu rencontrer, nous faisons savoir, les membres de la CAF, les arbitres de football dans la région du littoral. Grande première parce qu'on dit que depuis que cette association existe, jamais une visite officielle d'un président n'a été effectuée dans la région du littoral, une région phare pourtant du football camerounais. C'est assez curieux pour être signalé. Alioum Sidi qui a profité, on l'a vu d'ailleurs, pour aller au chevet de Gérard Foto, cet arbitre victime d'un accident il y a quelques années, mais qui est toujours couché sur son lit d'hôpital. Alioum Sidi a profité de cette tournée dans la région du littoral pour aller au chevet de Gérard Foto. C'est depuis 2017 donc qu'il a été victime d'un accident de travail pourrait-on dire, mais qui semble avoir des difficultés à se prendre en charge. On explique que le président de l'Africa Foot, le président actuel, qui n'était pas là en 2017, mais qui a demandé que Gérard Foto fasse des examens approfondis afin de voir comment venir à son secours. Les examens ont été faits et les résultats même de ces examens transmis au président de l'Africa Foot, mais depuis 3-4 mois, il attend toujours de bénéficier des soins appropriés. En tout cas, on va écouter au micro Equinox de Raoul Taboufouich le sentiment de Alioum Sidi. D'abord, pour cette 5e étape de sa tournée, et en plus, il est allé au chevet de Gérard Foto. Qu'est-ce qu'il en pense? Quelles sont les actions qui peuvent être menées pour sauver la vie à cet arbitre Gérard Foto? On écoute Alioum Sidi. Ça fait partie de ma tournée, la tournée nationale que j'ai décidé de faire dans tout le pays, pour vraiment comprendre les problèmes des arbitres. Parce que on avait une association qui était presque morte
Et aujourd'hui, je suis à la tête de cette association. Donc, je fais cette tournée-là pour recueillir les problèmes des arbitres, essayer de faire réorganiser notre association. Très satisfait, vraiment. Et j'avais un souci. Le souci, c'était de régler les problèmes du littoral. Et j'ai eu cette chance-là. Hier, on a essayé de réparer tout, de mettre tout sur les rails. Aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits. Tout le monde est content. Et voilà, nous allons maintenant essayer de voir dans la même direction. Monsieur Foxo Gérard, c'est un collègue, il est couché sous son lit depuis presque 4 ans aujourd'hui, je crois. Ça va déjà un peu. D'ici la semaine prochaine, moi j'ai pris sur moi l'initiative d'aller rencontrer Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football avec son médecin pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce qu'il est temps de leur faire évacuer ou bien de trouver une solution pour eux. Voilà, Alioum Sidi qui est allé non seulement au chevet des arbitres du littoral, mais aussi au chevet de Gérard Fotso pour s'enquérir de sa situation. Gérard Fotso, qu'on va d'ailleurs écouter, satisfait de la visite de Alioum Sidi, mais il parle également de sa situation. Qu'est-ce qui est fait depuis 2017, depuis qu'il a été victime de cet accident? On écoute Gérard Fotso. Une journée inoubliable. Il est à sa 5e région. Je dis merci au Seigneur avec ce que nous avons eu aujourd'hui. Ce travail a commencé depuis hier. Nous avons commencé les travaux aux environs de 16 h. Nous sommes séparés à 2 h du matin. Nous avons continué à 6 h. À l'heure où nous parlons, c'est une satisfaction générale. Une très bonne arrivée puisque le président est arrivé à Douala. Il a fait une tournée nationale. Il est arrivé à Douala pour résoudre un certain nombre de problèmes et pour essayer de ramener la paix au milieu de la famille des arbitres du littoral. Nous le savons tous, le grand frère Gérard est malade depuis, abandonné à lui-même. Le président, comme nous l'appelons le meilleur arbitre d'Afrique, Alioum, est venu rencontrer Gérard chez lui pour s'acquérir de la situation puisque ça ne va pas. Et c'est une très bonne chose. Nous l'avons dû accompagner tous pour pouvoir trouver une solution. Puisque le président a pris acte et il a promis de remonter l'information à la haute hiérarchie qui est la fédération. Donc nous pensons que le meilleur reste à venir. C'est une grande première dans notre région qu'un président de la CAF nationale puisse effectuer une telle tournée et arriver ici à notre niveau. Ce qui nous a beaucoup plus donné satisfaction, le président de la Ligue régionale de football était présent. Beaucoup de consignes lui ont été données et lui-même il a promis séance tenante de descendre sur le terrain, rencontrer les acteurs, les arbitres et les présidents des ligues concernées pour résoudre le problème. Voilà, c'était plutôt les arbitres qui donnaient leur appréciation de la visite de leur président, le président de la CAF, dans la région du littoral. On va écouter maintenant Gérard Fotso, couché sur son lit de malade. Qu'est-ce qui est fait depuis 2017, depuis qu'il a été victime de cet accident? Comment il apprécie le passage du président de la CAF? On écoute au micro-équinoxe de Raoul Taboufoué, Gérard Fotso. Il est passé me rendre visite, vous savez, je suis alité depuis 2017 et donc le président est passé me rendre visite. Et dans cette visite, il est aussi question de prendre, n'est-ce pas, de savoir à quel niveau j'en suis. Non pas pour dire qu'il n'était pas au courant, mais les derniers événements, vous savez, nous, dans notre situation, ça évolue très rapidement. Il était question de savoir un peu où j'en suis. Et là, nous avons échangé, vous savez, le président Eto m'a fait monter à Yaoundé, à l'hôpital de la Caisse, pour des examens. Il y a de cela un peu plus de 3 mois. Donc, nous sommes déjà au 4e mois pratiquement. Et le rapport avait été produit par le médecin, le neurochirurgien de l'hôpital de la Caisse, et qu'il a adressé au président Eto. Bon, depuis lors, il n'y a pas de suite. Je sais que c'est à cause, n'est-ce pas, du calendrier trop chargé du président Eto. Vous savez, c'est un homme multidimensionnel. Et donc, à cause de ce calendrier, peut-être qu'il n'a pas encore pu se pencher sur le dossier. Mais aujourd'hui que le président Alioum est là, il venait donc me rassurer qu'il fera tout, n'est-ce pas, pour essayer de chipper, entre guillemets, quelques heures dans le calendrier trop chargé du président de la fédération, afin qu'il se penche définitivement sur mon dossier médical.
Voilà le diagnostic fait depuis 4 mois maintenant et les résultats adressés au président de la Fédération camerounaise de football qui avait lui-même commandé cet examen approfondi de la situation de Gérard Fotso. Depuis 4 mois, il attend. On espère que finalement, le président de la Fédération camerounaise de football va se pencher sur son cas et qu'il va recouvrer sa santé. On parle à présent du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le Cameroun qui joue sa qualification pour les 8e de finale dans le groupe C, un dernier match à disputer. Coach Kazimi Mangué, on le disait déjà la semaine dernière, que le match Cameroun-Niger sera la finale de ce groupe E. Eh bien, nous y sommes. Le Cameroun a remporté son premier match contre le Congo, 1-0, 3 points donc pour le Cameroun. Vous savez que c'est une poule à 3. Le Niger et le Congo ont fait jeu égal, 0 but partout. Ça fait 1 point pour le Niger, 1 point pour le Congo. Et donc, il y a ce dernier match, Cameroun-Niger, avec 3 points. Le Cameroun peut se contenter du match nul pour avancer au 8e de finale. Alors que le Niger doit absolument gagner. Si le Niger gagne, le Niger coiffe le Cameroun, monte à 4 points. Et puisqu'on prendra une seule équipe, on ne prend pas les 2 premiers dans cette poule à 3. Alors, ça passe ou ça casse pour le Cameroun, coach Kazimi Mangué. C'est votre chute qui m'intéresse parce que vos premiers propos m'ont inquiété. Et c'est le discours qu'il ne faudra pas tenir. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous inquiète? Le nul, non. C'est vrai, non? C'est une réalité. Je crois que c'est un discours qu'il ne faudra pas tenir aux joueurs. La victoire est un impératif. Si c'est ainsi qu'est tenu le discours, le Cameroun peut être en sécurité. Mais si c'est en disant le nul pourrait aussi nous qualifier, on serait proche, et je le dis encore, on serait plutôt proche de l'élimination. Il faudra avoir un esprit de faire de ce match, comme le disait la semaine dernière, qu'une finale se gagne et ne se joue pas. Donc si c'est pensé comme cela, que c'est une finale qu'il faudra gagner, c'est bien parti pour le Cameroun. Mais je pense qu'il y a 2 paramètres de performance sur lesquels il faudra s'appuyer. Le paramètre mental. Il faudrait une équipe camerounaise très envieuse, très engagée, très disciplinée, motivée, hyper motivée. Ça, c'est sur le plan mental. Il faudra avoir beaucoup d'envie, beaucoup de discipline, beaucoup de détermination avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rigueur aussi. Maintenant, sur le plan tactique, il faudra proposer des grosses difficultés à cette équipe pour qu'elle se pose des questions comment résoudre les problèmes que pose le Cameroun. On devra donc être une équipe d'action au lieu d'être une équipe de réaction. Voilà les 2 paramètres de performance sur lesquels il faudra s'appuyer. Sur le plan mental, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, beaucoup de discipline. Et sur le plan tactique, il faudra prendre cette équipe dans ses propres bases arrière pour la pousser elle-même à faire la différence dans ses propres buts. Il faudra être très efficace dans cette surface parce que si nous attendons, cette équipe nigérienne, c'est le Niger. Voilà, cette équipe nigérienne pourrait faire le dos rond. Elle pourra retarder l'échéance, jouer à la petite baballe et au dernier moment nous planter un but qui nous mettrait en doute. C'est pour ça qu'il ne faudra pas laisser une seule seconde à cette équipe nigérienne de pouvoir mettre son jeu en place. Moi, je l'ai vue et elle semble redoutable. Elle semble redoutable et c'est que c'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Chez elle, ça passe ou ça casse. Soit elle est battue et rentre, soit elle gagne et elle est qualifiée. Alors, Elvis, qui est sous pression là maintenant? Le Cameroun ou le Niger? Qui est sous pression? Les 2 équipes sont sous pression. C'est une finale. Vous l'avez si bien dit, une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne la finale. Ça se gagne et je pense que le Cameroun a tout intérêt à remporter cette rencontre parce que le Cameroun devrait passer avec 6 points. Et le Cameroun doit pouvoir montrer à ses futurs adversaires que on n'est pas venu là-bas pour s'amuser. Il n'est pas question que le Cameroun sorte comme lors du CHAN au Cameroun au niveau des demi-finales. Il est question pour cette fois-ci que le Cameroun atteigne la finale. Donc les joueurs devraient prendre conscience de cela. L'entraîneur devrait dire aux joueurs, c'est le début de la compétition pour nous et c'est le match que nous devons gagner. En fait, pour l'équipe du Cameroun, il n'y a plus qu'un seul match. Il n'y a plus qu'un seul match et c'est celui-là. On pourrait dire que c'est le match unique même que les Lions ont à livrer du côté de l'Algérie. Pourquoi? Parce que ici, comme le disait le coach Kazimi Mangué, si les Lions venaient à prendre un but
à un moment où, sur le plan psychologique, ils ne peuvent pas réagir, alors ça pourrait coûter très cher à l'équipe des Lions Indomptables qui est présente actuellement en Algérie. Mais faisons confiance, disons-nous que le coach Alioune Seydou est là et que, quelque part, comme lors du match contre le Congo, il va pouvoir, n'est-ce pas, tenir la dragée haute en se disant le Cameroun restera quand même le Cameroun face à des équipes qui viendront jouer contre les Lions Indomptables. De toute façon, ce match-là, il va être un match déterminant, il va être un match de finale et je suis certain qu'il va être agréable à regarder parce qu'à travers ce type de match, les entraîneurs ont à dire à leur poulain, voilà le type de jeu, voilà le type de tactique, voilà le type de tactique avec laquelle nous voulons, n'est-ce pas, voir le football se pratiquer au cours de leurs différentes rencontres. Alors, l'Indovijo, dans une poule à 3, c'est plus compliqué que dans une poule à 4. Mais on a généralement dit que le plus difficile, c'est de remporter déjà le premier match. Le Cameroun a réussi le plus difficile. Là. Oui, c'est vrai, le plus difficile, c'est de remporter le premier match parce que ça vous donne une certaine marge de garantie. Mais vous savez, nous évoluons aussi sur un terrain un peu compliqué parce que c'est beaucoup d'incertitudes. Le coach Mangué le dit parce que c'est ce qui est logiquement prévu. Mais nous ne savons pas si l'entraîneur du Cameroun en allant en Algérie a prévu de remporter le CHAN parce qu'il n'a rien dit à personne. C'est pas lui qui dit, c'est la fédération qui lui fixe les objectifs. Oui, parfois l'entraîneur sait qui il a choisi et pourquoi il a choisi. Il a quitté le Cameroun sans dire aux Camerounais qui il a choisi et pourquoi. Et donc, parfois, vous pouvez aspirer à la plus haute marche du podium et pourtant l'entraîneur voudrait se contenter d'une simple participation. Mais déjà, ce qui s'est passé au premier match a montré que cette équipe avait certainement quelque chose dans les tripes, sauf qu'elle a beaucoup péché au niveau de la finition dans ce premier match. On aurait pu marquer beaucoup de buts. Ça n'a pas été possible. Peut-être qu'ils réservaient les buts là pour le match décisif. Espérons vraiment, espérons vraiment parce qu'il ne fallait pas tout dégager là-bas et puis arriver en rupture. Qu'on a enregistré dans ce premier match, il va falloir éviter ce genre de situation au deuxième match parce que si cela nous arrive encore au deuxième match, au dernier match de groupe, quand vous avez encaissé raté 2-3 occasions, ça peut se retourner contre que l'adversaire en contre-offensif réussit à vous flanquer un but, ça peut être difficile à remonter, surtout que c'est un adversaire qui est quand même de plus en plus présente au niveau du CHAN. Nous allons croiser les doigts et se dire que de toutes les façons, nous avons quand même Jérôme Ngom qui a appris à nous servi. Et c'est ça le danger. Si les entraîneurs ne sont pas vigilants, si tout le jeu est concentré sur Jérôme, on risquerait d'avoir des problèmes. Mais si c'est l'arme fatale, il va falloir déjouer l'adversaire. Et justement, il faudra faire de la dissuasion. C'est-à-dire que permettre à l'adversaire d'avoir plus d'intention sur Jérôme Ngom, mais orienter notre jeu là où ils seront vidés. Et c'est pour ça que je parlais de l'aspect tactique. Parce que s'il n'y a pas ces situations de contre pour que l'adversaire mette toute son énergie sur Jérôme Ngom et nous laisser des espaces, justement, nous risquons de tomber sur le pied. Donc, il ne faudrait pas que l'arme fatale soit seulement Jérôme Ngom. Parce que si les adversaires se rendent compte que, bon, c'est par ici le chemin des Camerounais, ils viennent garer leurs 2 bus là-bas, ça sera difficile. Il faudra permettre aux autres d'utiliser les espaces que les autres vont laisser. Donc, je voudrais tout simplement dire que concrètement, sur le plan tactique, le bloc équipe camerounais devra être haut pour faire un pressing haut et tout de suite enchaîné par des attaques directes. Parce que nos attaques indirectes remettent le bloc adverse très en place et ça devient très difficile. Nous n'avons pas beaucoup de garçons qui peuvent éliminer 1 ou 2 joueurs pour se mettre en situation de frappe ou en situation de passe de but. On a de la verticalité quand vous avez quand même l'attaquant de Bamboutos qui fait une bonne fixation, Kemajou qui fait une bonne fixation. Vous pouvez donc souvent vous servir de lui pour que les avomés autres utilisent le deuxième ballon offensif parce qu'ils sont capables de transpercer ces défenses. Donc, il faudra un bloc équipe haut pour faire un pressing d'attaque
et opter pour les attaques directes pour que cette équipe soit menée. Il va falloir que le Cameroun soit en train de mener. Et éventuellement, si le Niger peut égaliser, ce serait mieux pour le Cameroun. Alors, Elvis, le coach dit qu'on ne doit pas tout focaliser sur Jérôme Ngom. Mais reste que lorsqu'on a un joueur de sa trempe dans l'équipe, souvent on n'a pas beaucoup de choix. Hein. À la Coupe du Monde, il a été le passeur décisif pour le but d'Aboubacar qui permet au Cameroun de battre le Brésil. Au premier match contre le Congo, revenu maintenant pour une compétition, on va dire continentale, il confirme tout le bien qu'on a pensé de lui. Vous avez suivi tous les reportages, on ne parle que de Jérôme Ngom. C'est finalement le métronome, c'est l'atout majeur du Cameroun. On ne peut pas ne pas compter sur un tel garçon. C'est vrai, on devrait compter sur lui, mais surtout compter aussi sur les autres. Que ceux-là qui jouent à ses côtés comprennent qu'ils ne sont pas là en complément, mais qu'ils sont là aussi comme des armes fatales pour les adversaires. Particulière de l'adversaire sur lui. Mais quand l'Argentine joue, il y a l'attention de Messi, mais l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Mais voilà comment l'Argentine fait. Mais il n'y a pas que Messi qui marque. S'il n'y a pas que Messi, on dit bon. Forcément, il y aura une attention sur lui. Oui, bien entendu. On ne peut pas non plus empêcher aux autres d'avoir une attention sur lui. Il faut donc déjouer l'attention de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire sache que l'atout majeur des Lions, c'est Jérôme. Et si l'adversaire verse donc toute son énergie là-bas, nous devons profiter, libère les espaces pour que les autres... C'est ça qu'il faudra donc utiliser. C'est-à-dire on va se servir de Jérôme comme l'appât, et quand les autres vont se déverser sur Jérôme, les espaces que Jérôme va libérer parce que tout le monde s'est concentré sur lui, que les autres en profitent pour faire la différence. Il faudrait que la différence soit faite non seulement par Jérôme, parce que vous avez suivi Laurent Blanc sur la Gazette qui a marqué 3 buts en Coupe de France. Il a dit que c'est bien, mais ce n'est pas normal que il va falloir que tous les joueurs de l'Olympique... Oui, mais oui, en attendant que tous les joueurs ne viendront pas non plus marquer 3 buts chacun. Qu'ils soient capables d'être aussi efficaces comme... Parce que si la Gazette, le carburant n'existe plus, ça veut dire que toute l'équipe de l'Olympique lyonnais est en panne sèche. Et que encore que Cyril, on a constaté au cours du premier match des Lions que des fois, au niveau de la finition, on avait des problèmes. Il y en a qui ont confondu vitesse d'exécution et précipitation. Il faudrait qu'ils repartent le tir et que cette fois-ci, ils comprennent qu'ils sont en train de jouer un match qui est considéré comme la finale de ce CHAN. Donc, l'entraîneur et les joueurs, nous leur faisons confiance. Nous espérons simplement qu'ils vont venir à bout du Niger et que le Cameroun va être qualifié. Parce que, moins de petits couacs, le Niger pourrait être la surprise au niveau de la qualification dans ce groupe. Dans ce groupe où on prendra une seule place, une seule personne. Alors, Lindovinho, je reviens sur la question de la pression dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, on est à la 7e édition du CHAN. Et au cours des 6 premières éditions, le Cameroun n'a jamais remporté le CHAN. Et lorsqu'on s'appelle Cameroun... C'est le trophée qui manque au Cameroun. Lorsqu'on s'appelle Cameroun, c'est inadmissible. Donc, on ne comprend pas que le Cameroun ne puisse pas encore remporter le CHAN. D'où la pression qui peut être exercée sur... Je le comprends parfaitement. Le CHAN a cette particularité que c'est essentiellement les joueurs locaux qui jouent dans votre championnat et non en Afrique, qui jouent dans votre championnat. Le championnat Cameroun n'est donc pas relevé. Je crois que le dernier classement de la CAF mettait le Cameroun, je crois, 16e. En 16e, je crois qu'on est en 16e ou 17e position en Afrique. Et vous avez bien vu que ceux qui ont souvent gagné sont pratiquement tous classés avant le Cameroun. Le Cameroun avait d'ailleurs perdu 2 places. Voilà. Au lieu de 4 représentants en Coupe africaine. Tout à fait. Et c'est donc ça qui montre bien que c'est bien logique que le Cameroun n'ait pas encore remporté. C'est vrai que c'est quand même un pays de football. Et on a ouvert cette émission en insistant, en parlant du football jeune. Parce que c'est là-bas que ça commence. J'ai vu un pays comme Madagascar, j'ai vu la Mauritanie, sur les 4 ou 5 dernières années, ont beaucoup investi dans le football jeune. Et on a vu comment ça évolue. Mais ce que vous dites corrobore avec ce qu'un journaliste français disait, qu'il expliquait pourquoi beaucoup de nations ont des difficultés au CHAN. Et on a essayé de regarder, on se retrouve avec 2 nations qui ont des joueurs qui ont fait 4 CHAN. Voilà. Vous allez voir que la majorité des nations qui sont au CHAN, leur sélection, c'est à peine un joueur qui a fait une seule fois. Voilà. Donc tant que le CHAN
ne sera pas constitué. Il y a un problème de cohésion. Donc là, il n'y aura pas. Non, mais c'est normal, non? Le Chan, coach. Mais si vous avez un championnat comme celui du Cameroun. Les Marocains, vous savez pourquoi les Marocains. Marocains. Le Chan, c'est pour exposer les joueurs locaux. Oui, mais les C'est normal dès qu'ils ont réussi à amortir un ballon, c'est normal qu'ils partent. Cyril, voilà, ils vont C'est partir. ça même l'objectif Mais du pourquoi Chan. le Wydad au Maroc, pourquoi le Maroc gagne toujours le Chan? Parce qu'il y a de la stabilité dans le championnat marocain. Ils sont toujours, quand ils viennent au Chan, il y a toujours 8 à 9 joueurs qui ont d'abord joué la précédente édition, ou bien les 2 précédentes éditions. Alors que les autres, la plupart, le statut de l'équipe est toujours constitué de ces clubs qui sont régulièrement en coupe africaine. Donc ils sont exposés à la haute compétition africaine régulièrement. Bon, on va regarder les positions dans les différents groupes. Il y a des groupes où c'est déjà terminé pour voir le probable adversaire du Cameroun au 8e de finale en cas de qualification. Dans le groupe A, Algérie 9 points, Mozambique 4 points, Libye 3 points, Éthiopie 1 point. C'est terminé dans ce groupe. Algérie 9 points et Mozambique 4 points sont les deux qualifiés. Dans le groupe B, Sénégal 6 points, Côte d'Ivoire 4 points, Ouganda 4 points, RDC 2 points. Sénégal 6 points est qualifié. Côte d'Ivoire 4 points est qualifié parce que la Côte d'Ivoire au décompte final a plus 1, alors que l'Ouganda au décompte final a moins 1. Les deux équipes sont à 4 points chacune, mais c'est la Côte d'Ivoire qui passe grâce à une meilleure différence de buts. Dans le groupe C, le Soudan, non, Madagascar fait le carton plein parce que Madagascar a battu dans le Soudan 3-0, alors que le Soudan avait cette chance-là de passer. 9 points pour Madagascar. Le Ghana, 6 points. Le Soudan, 3 points. Le Maroc, 0 points. Vous savez, le Maroc. Oui, bien sûr. A perdu tous ses matchs. Donc, finalement, le groupe C devient également un groupe à 3. Donc, Madagascar et Ghana sont qualifiés pour la suite. Dans le groupe D, l'Angola, pour l'instant, a 2 points. C'est très serré dans ce groupe. Le Mali a 1 point. La Mauritanie, 1 point. C'est un groupe à 3. Mais il y a un dernier match final également dans ce groupe C. Mauritanie-Mali. La Mauritanie qui a 1 point. Le Mali a 1 point. Hey, ça va être très compliqué. Le vainqueur En cas de nul, les choses se compliquent. Oui, en cas de nul, on va sortir les calculettes parce que tout le monde aura 2 points. Chacun aura 2 points dans ce groupe. Mais en cas de victoire, l'équipe qui va gagner passe directement. Et curieusement, les deux équipes sont MA, voilà. Mali-Mauritanie. Mali-Mauritanie. Donc, il y a ce match Mali-Mauritanie qui va donc départager, en tout cas, qui va permettre de connaître les positions exactes dans ce groupe. Parce que pour l'instant, je le rappelle, Angola 2 points, Mali 1 point, Mauritanie 1 point, mais l'Angola n'a plus de match. Le dernier match, c'est Mali-Mauritanie. Son sort est entre les mains des autres. Dans le groupe C, le groupe du Cameroun, le Cameroun 3 points, le Niger 1 point, le Congo 1 point. Et le dernier match, donc, c'est Cameroun-Niger, le vainqueur qualifié pour les 8e de finale. Le Cameroun peut se contenter du match nul. Le coach ne veut pas que je le dise, mais c'est ça la réalité. C'est une réalité aussi. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Non. Alors, le programme des 8e de finale, ça va démarrer le 27 janvier. Les premières combinaisons sont connues. Algérie, premier du groupe A, contre Côte d'Ivoire, deuxième du groupe B. Le Sénégal, premier du groupe B, va jouer donc contre le seul pays qui sera qualifié du groupe D. Oui, groupe D. Le Sénégal, son adversaire, sortira du groupe D. Il y a encore ce match, je le disais, Mali-Mauritanie. Donc le qualifié du groupe D sera l'adversaire du Sénégal. La suite des 8e de finale, c'est le 28 janvier. Le premier du groupe C, c'est-à-dire, donc c'est Madagascar, puisque là c'est connu. Le premier du groupe C, Madagascar, contre Mozambique. Mozambique qui est donc deuxième du groupe A. Et le dernier match de 8e de finale, premier du groupe E, le groupe du Cameroun, contre le deuxième du groupe C, c'est-à-dire contre Ghana. On risque d'avoir un Cameroun-Ghana au 8e de finale. Oui, là ça va se savoir. On risque d'avoir un Ghana. En tout cas, le Ghana, deuxième du groupe C, sera donc l'adversaire. Parce que le Ghana a failli de justesse. Le Ghana a failli de justesse. Non, mais le Ghana passe à 6 points. Oui, mais vous savez qu'ils ont très mal entamé le début de compétition. Donc ils se sont rattrapés. Et là, ils deviennent très dangereux. Généralement, ce sont les équipes qui ont échappé de justesse à l'élimination
qui arrivent souvent au terme de la compétition presque champion. Et on parlait de ces championnats locaux, le CHAN qui est réservé aux championnats locaux. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation, la stabilité au plan local. Mais on a bien vu que beaucoup de nations utilisent des joueurs formés parfois ailleurs, nés ailleurs, mais qui ont pris la nationalité. Ce n'est peut-être pas valable pour le CHAN, puisque les joueurs sont des joueurs évoluant dans les championnats locaux. Mais on a vu, même pendant la dernière Coupe du Monde, des joueurs appelés généralement binationaux. Et il y a un confrère qui nous fait savoir que le fait de recourir aux binationaux traduit peut-être le dysfonctionnement, la mauvaise organisation du championnat sur le plan local. Si les activités, un programme de formation était bien élaboré et bien suivi, on n'aurait peut-être pas besoin d'aller chercher les binationaux, ceux-là qui sont peut-être nés ailleurs, formés ailleurs, mais un beau jour, on se rend compte que c'est des Camerounais, pour parler du cas du Cameroun, et on recourt à eux. Vous pensez que le fait de recourir aux binationaux, Elvis Christian Tsagé, ça traduit la mauvaise organisation, des défaillances sur le plan structurel, organisationnel? Oui, quelque part, parce que l'objectif du CHAN, justement, c'était de promouvoir les joueurs au niveau des différents championnats locaux. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, que non, qu'on est en train de laisser le pourquoi ce championnat existe pour aller une fois de plus chercher vers l'étranger ces joueurs-là qui pourtant ne devraient pas faire partie des équipes qui devraient participer au CHAN. Mais maintenant, il faudrait croire que le football des jeunes, justement, va être, n'est-ce pas, la vraie pépinière du football national, que c'est l'organisation du football des jeunes qui va être le miroir de la qualité du football que l'on pourrait retrouver au CHAN. Pourquoi? Parce que le football des jeunes, dans tous les pays africains, pratiquement, sauf dans le Maghreb, n'est plus très actif, n'est plus un football très sollicité pour l'organisation du football des grands. Mais la Fédération camerounaise de football, par exemple, devrait pouvoir, à travers la Ligue du football des jeunes, essayer de promouvoir ce football au niveau du CHAN, afin que les joueurs au niveau local comprennent qu'ils ont leur championnat et que c'est à travers ce championnat qu'ils devraient regarder les équipes nationales A. On a comme l'impression aujourd'hui que ça bredouille un tout petit peu au niveau de l'organisation de ces équipes au CHAN. On a comme l'impression que le football local en Afrique n'est pas véritablement représenté, parce qu'à la fin du CHAN, des fois on se pose la question de savoir si oui ou non ça a marché. Alors que dès l'entame de cette compétition, on doit se dire que les joueurs qui ont participé à un CHAN devraient, à tout casser à 50%, se retrouver au niveau des grandes équipes nationales, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je parlais de ce confrère, il s'agit bien entendu de Guy Bertin Sigué, qui a donc écrit « Capture d'écran, binationaux africains au mondial qatarien », un livre sorti des éditions Namaria. Alors, Lindovinjo, je lis in extenso ce que Guy Bertin Sigué écrit dans « Capture d'écran ». Cette option, ce stimulus à recourir aux binationaux interroge sur les tenants et les aboutissants de la gestion du football africain. C'est votre avis? Oui, tout à fait, parce que quand vous regardez le nombre de binationaux qu'il y a dans nos sélections, et qui sont pour la plupart ceux nés ailleurs, parce que très peu sont ceux qui sont partis d'Afrique pour aller acquérir une autre nationalité avant d'être courtisés par nos sélections. Généralement, c'est des joueurs formés, nés ailleurs, qui ont grandi, parfois qui ne connaissent même pas le pays, qui le connaissent simplement parce qu'ils en sont originaires, ou du moins leurs parents en sont originaires. Donc vous avez vu à un moment toutes les contorsions qu'on a essayé de superposer pour démontrer que Mbappé pouvait jouer chez les Lions des Indomptables parce qu'il serait de grands-pères, ceci, camerounais. Mais en fait, pour dire qu'on n'a pas assez investi dans le football local. Et donc, à la fin, en instituant le CHAN, on a pensé qu'on allait trouver un moyen
de faire éclore les talents locaux. Mais quand vous regardez une équipe comme celle du Cameroun, regardez les 2 dernières éditions du CHAN, vous allez compter combien de joueurs qui ont évolué dans cette dernière édition et qui sont là aujourd'hui. Vous allez regarder des garçons comme Hugo Patrick Niamé, qui à un moment était le gardien titulaire de cette équipe des Lions Indomptables. Après, qu'est-ce qu'il est devenu? Samuel Len, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Peut-être, voilà, centrafricains. Peut-être qu'on va voir un garçon comme Oumouet qui a un peu flirté avec les A' et qui aujourd'hui est chez les A. Mais en réalité, il y a une cassure entre la sélection A' et la sélection A. Et donc le fait d'aller toujours recourir aux binationaux, c'est simplement parce que ce qu'on a formé localement, quand on a fini de les exploiter au champ, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin, pourquoi? Parce que ils finissent par aller chercher fortune ailleurs, soit en RDC, soit au Maroc, ainsi de suite. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en Europe ou dans les championnats exotiques d'Asie, ils se débrouillent dans les championnats UP en Afrique. Et donc, ils ne peuvent plus eux-mêmes jouer en équipe A'. Et les portes de l'équipe A leur sont hermétiquement closes. Regardez ce qui nous est arrivé pendant la Coupe du Monde. Nous y avons amené 2 joueurs locaux. Ils étaient 2 ou 3, je ne sais plus très bien. 2. Mais l'un a explosé. Hein? Oui, explosé comment? Parce qu'il joue un mégot de match. Hein, comme bien ça, entendu. sur un match, il réussit à nous placer révéler un ballon. Il est passeur dans ce but. Mais il n'y avait aucune logique dans la sélection des locaux. Parce que vous avez le meilleur espoir du Cameroun, qui est celui qui a marqué le but de la finale de la Coupe du Cameroun, qui n'a pas été amené à la Coupe du Monde le ballon d'or camerounais. Voilà, alors on va rappeler. Le ballon d'or au moins est allé. On va rappeler que. Mais il y a vraiment cassure. Bien entendu, on va rappeler que c'est depuis 2015 que la FIFA a autorisé les joueurs formés ailleurs de choisir leur nationalité sportive, ça se dit, oui. Dans la nationalité sportive. Alors, et dans ce livre, Guy Bertin Sigué dresse un tableau des binationaux utilisés pendant le mondial du Qatar, concernant précisément les nations africaines qui étaient à cette Coupe du Monde. Il fait savoir que les Lions de l'Atlas du Maroc sont les gros consommateurs des binationaux en sélection nationale et que l'on a enregistré, gros consommateurs, même si on a enregistré une petite régression par rapport à 2018. Le Maroc reste quand même gros consommateur des binationaux dans sa sélection première. Exploiter leurs binationaux, parce qu'il faut aussi relever cela. Hein. Alors, les Aigles de Carthage, pour leur part, consomment également les binationaux, ont une augmentation considérable en 2022 comparé à l'édition de 2018 où il n'y avait pas beaucoup de binationaux chez les Aigles de Carthage. Par rapport à 2022, les Lions de la Teranga, c'est-à-dire le Sénégal, ont un attrait particulier pour les binationaux également. On note une augmentation de 7,52% par rapport au mondial 2018 où le Sénégal était également participant. Et les Lions indomptables, le Cameroun, au cours de la Coupe du Monde 2022, a plutôt triplé. Tripler les chiffres, tripler l'effectif, le nombre de binationaux présents par rapport, parce que la dernière Coupe du Monde du Cameroun c'était en 2014, le Cameroun n'était pas en 2018, mais par rapport à 2014, en 2022, le Cameroun a plutôt triplé le nombre de binationaux. Et les Black Stars du Ghana, un attrait particulier. Il y a eu toute une campagne pour aller chercher les binationaux. Et les Black Stars du Ghana sont inscrits également dans le registre d'intégration des binationaux en équipe nationale. L'évolution des chiffres indique une augmentation de 4,68% par rapport à la Coupe du Monde 2014. Alors, coach Kazimi Mangué, cette question de binationaux que relève Guy Bertin Sigué dans capture d'écran, on voit qu'en Afrique, ça aiguise les appétits, les binationaux. Ben écoutez, c'est de la tricherie. C'est un manque de politique systémique. Les gens veulent prendre les raccourcis. On part chercher le binational là parce que lui, on a cuisiné et nous, on veut seulement manger. On n'a pas investi comme les autres. Mais la FIFA elle-même semble conjuguer pour le désespoir
Parce qu'il n'aurait pas... Ça? Oui, mais il ne fallait pas le faire. Si je suis formé à Equinox TV, après je m'en vais plutôt me faire utiliser. Ailleurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne devrait pas valider ça. C'est de la tricherie. Et je pense que ça dénote aussi du fait que beaucoup de nations n'ont pas mis en place des politiques systémiques de façon à pouvoir permettre un suivi, une traçabilité. Voyez-vous, quand vous avez des équipes comme la France, on ne vous parle pas de ces histoires parce qu'à partir d'un certain âge, on sait dans quelle cuisine on aura Mbappé, on aura... donc, il y a une visibilité tout au moins. Et voyez-vous, le CHAN aujourd'hui ne vaut plus rien. Le CHAN, quand vous voyez le niveau du CHAN a relativement baissé. Ça, je le dis à qui veut l'entendre, justement parce que ce qui était supposé... À peine un joueur émerge, il est parti. À peine, vous êtes même modeste. Donc, voyez-vous, donc on n'a pas des garçons... vous voyez le Vita Club aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on a, le Vita Club qu'on a connu, les tout-puissants Mazembe, ce n'est plus ça. Parce que le lendemain, après 3 matchs, le mec, il est déjà parti. Et le CHAN devient quoi? Une coquille vide. Certainement, il va falloir redéfinir parce que tous les décideurs ont perdu le bon sens de M. Issa Hayatou. Pour M. Issa Hayatou, il était question de valoriser les championnats africains à travers... Parce que quand les sélections nationales étaient, par exemple, en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du Monde, on partait ramasser tout le magasin en Europe pour mettre dans les sélections nationales et tout ce qui était... Mais on a vu des situations où à la veille du CHAN, un joueur qui n'a plus de club en Europe, il rentre rapidement, il signe pour 3 semaines. Quand le CHAN est passé, il s'en va. Et la CAF validait ça. Pourtant, il n'était pas question de valider. Et ça confirme que le CHAN est une vitrine. Puisque quand il revient signer pour 3 semaines après le CHAN, il a un nouveau contrat. La première question qu'on doit se poser, pourquoi le CHAN a été créé par M. Issa Hayatou? C'était pour valoriser les championnats locaux. C'était pour les championnats locaux. Pourquoi un enfant qui a joué le CHAN d'Algérie ne devrait pas jouer encore le CHAN dans 2 ans? Il va même falloir qu'on arrive à dire que ne partira que quand tu as fait 2 CHAN pour mûrir. Parce que c'était un peu ça le championnat camerounais aussi. Quand vous avez des joueurs qui faisaient 4 ans dans une équipe, 3 ans dans une équipe, vous étiez capable d'aller au stade et savoir quelle équipe du Canon va jouer demain. Aujourd'hui, quand une équipe du Canon va par exemple en Fandena pour jouer, vous ne savez même pas le nom du joueur qui va être gardien. Donc il va falloir structurer ça. Mais je pense que dans l'idée de M. Issa Hayatou, c'était de permettre aux joueurs d'être ensemble très longtemps et pouvoir exploser. Certainement que la question des binationaux sera bien Quand vous étudiée. investissez quand même 15 millions pour aller regarder les binationaux, les 15 millions là peuvent servir à 10 centres de formation ici au Cameroun. Très bien. Pour en savoir davantage sur la question des binationaux africains au mondial du Qatar, vous pouvez lire donc le livre de Guy Bertin Siguet, Capture d'écran binationaux africains au mondial qatarien, des éditions Na Maria. Alors, on va souhaiter plein de choses au Lion A', en souhaitant qu'il se qualifie, même si devant, ce sera pour rencontrer le Ghana. Alors, on va sortir de 100% foot par la rubrique consacrée, on ne sort pas des Lions, hein. On a parlé des binationaux, mais il y a d'autres joueurs plus ou moins confirmés qui font les beaux jours des championnats européens. Et on commence par l'attaquant vedette des Lions indomptables, Eric Maxime Choupo-Moting, tout feu, tout flamme ce week-end. C'était la reprise de la Bundesliga, le championnat allemand. Et Eric Maxime Choupo-Moting a fait parler la poudre. C'est vrai, le Bayern n'a pas gagné, un but partout face à Leipzig. Mais c'est Choupo-Moting qui ouvre le score, le but du Bayern, à la 37e minute. Il a pris l'habitude déjà de marquer. Hein. Lorsqu'il ne marque pas, c'est plutôt ça qui est étonnant. Oui, bien entendu. Son 7e but à 11 matchs, Eric Maxime Choupo-Moting, qui a ouvert le score à la 37e minute. Il y a eu plus tard l'égalisation de Leipzig. Un but partout, finalement, pour Bayern de Munich, qui reste tout de même premier, hein, après 16 journées de championnat, premier de Bundesliga, avec 35 points. Bon point pour le vice-capitaine. En tout cas, il se partage désormais le brassard avec Vincent Aboubakar, l'un des capitaines des Lions indomptables, Eric Maxime Choupo-Moting. En Série A, en Italie, c'était la 19e journée. Belle performance également de Franck Zambo Anguissa avec Naples. Naples qui a battu Salernitana 2-0.
pour cette rencontre, la 19e journée. Belle performance de Franck Zamboanguissa. Il n'a pas marqué, mais il a été auteur d'une belle performance. Il a joué les 90 minutes, une passe décisive, 93% de passes réussies, 53% de duels gagnés, 75% de dribbles réussis, 67% de ballons touchés. Il faut être Franck Zamboanguissa pour réaliser pareille performance. Avec à la clé une passe décisive qui a conduit à l'un des 2 buts de Naples qui gagne finalement Salernitana 2-0. 19e journée du championnat de Série A en Italie et Naples qui est en tête avec 50 points. Toujours en Italie, c'était en milieu de semaine, Super Coupe d'Italie, victoire de l'Inter 3-0 face à AC Milan. C'était le derby milanais avec un grandissime André Onana dans les buts. Il a enrayé pas mal d'actions et finalement, l'Inter remporte la Super Coupe d'Italie 3-0 dans ce derby milanais face à AC Milan. André Onana est le 3e Camerounais à remporter la Super Coupe d'Italie avec l'Inter de Milan. En 2005, Pierre Omelène, sociétaire de l'Inter de Milan, avait remporté la Super Coupe d'Italie. Samuel Eto'o en 2010, avec l'Inter de Milan, avait remporté la Super Coupe d'Italie. Et bien entendu, André Onana, en 2023, est donc le 3e Camerounais à remporter avec l'Inter de Milan la Super Coupe d'Italie. On sort avec ce jeune joueur qui est plutôt aux États-Unis, Brian Anunga, qui joue à Nashville Soccer Team. C'est la MLS, la Major League Soccer des États-Unis. On le voit, le Camerounais de 26 ans, milieu défensif. Il pourrait intéresser, pourquoi pas, l'entraîneur, sélectionneur, le manager, sélectionneur Rigobert Song-Barnak, formé au pays, avant de s'envoler, notamment, il a été formé notamment à Moussango, centre de formation de Bertin Boilé, à PGS Dunfou. Il a évolué également avec les U17, les U20, avant de s'en aller pour les États-Unis, d'abord à Charleston, en D2 en MLS, en D2 aux États-Unis, avant de poser définitivement ses valises en MLS. Il y est depuis 4 ans maintenant. On le voit, il est milieu défensif, mais souvent buteur aussi. On voit d'ailleurs l'un de ses buts, Brian Amungwa, mais bon récupérateur. On le voit là, qui a récupéré avant de lancer la contre-attaque pour son équipe, le milieu défensif au pressing. Là, on voit le pressing sur le joueur il va finalement récupérer le ballon. On va voir une autre action de Brian Anunga, encore un pressing haut. Et finalement, il récupère le ballon. Il pourrait intéresser, pourquoi pas, le manager sélectionneur Rigobert Song-Barnak. Nous avons des soucis dans l'entrejeu. Voilà. On a besoin des garçons comme ça qui ont un gros volume d'activité. Ils peuvent vous cavaler 15 km. Malheureusement, quand vous parlez de Franck, c'est extraordinaire à Naples. Mais avec la sélection nationale, il semble ne pas avoir de l'envie qu'il démontre à partir de Naples. Mais quand vous avez un garçon comme ça, Brian Anunga, 26 ans, vous avez regardé son harcèlement sur le porteur de balle. Rarement Franck a fait ça. Oui, bien sûr. Rarement Franck a fait du harcèlement sur un adversaire quand il est dans les Lions. Bon, on ne va pas les opposer maintenant. Non, on les oppose pas. On veut dire que le profil est intéressant, vous l'avez dit. Le profil est intéressant pour l'entraîneur parce que le vrai problème de l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui, c'est son entrejeu. Il n'y a pas de métronome au niveau de la sélection nationale du Cameroun. Ça, il faut qu'on le dise. On n'a pas un garçon qui a un volume d'activité. Quand vous avez les Samuel, les autres, vous avez comme l'impression que c'est déjà acquis. Mais lui, quand vous regardez son volume d'activité, c'est ça que les entraîneurs recherchent aujourd'hui. Et la sélection nationale actuelle du Cameroun, il sait que lui-même a été un artisan de la recherche, de l'effort. Et ce genre de garçon démontre qu'il peut beaucoup aider. Même avec Franck, on peut également l'associer avec Franck. Ils peuvent être associés. Voilà, ça peut être un bon En tout cas, Brian Anunga, 26 ans, c'est pour l'instant 25 matchs en MLS, dont 10 titularisations. Un profil qui pourrait intéresser le manager sélectionneur Rigobert Song-Barnak. On arrive au thème de cette édition. Merci, coach, d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que vous avez des collègues qui m'en voudront toujours. Pourquoi c'est seulement Cyril? Quand vous parcourez beaucoup de forums, vous avez vu que j'ai été programmé ailleurs. Mais à vous, j'ai dit... Vous avez choisi de venir à Equinox. Merci beaucoup. Merci pour cette marque de confiance. Merci. Lindovinho, vous êtes à la maison. Dois-je vous dire encore merci d'être là? Bon, disons que c'est moi qui devrais dire merci parce que c'est toujours intéressant de rendre service
aux téléspectateurs. On ne va jamais se fatiguer de le faire. Chaque fois que c'est possible, on est là. Alors, Elvis Christian Tsagé, merci. C'est moi qui vous remercie et j'espère que l'invitation va être renouvelée très bientôt parce que vos téléspectateurs commencent déjà à s'habituer quelque peu à ma présence sur vos différents plateaux. Vous allez lire capture d'écran, non? Oui, naturellement, ça semble très intéressant, surtout qu'on parle là du problème des binationaux. Sauf que Cyril, je voudrais bien, de toutes les façons, je vais appeler Guy pour savoir pourquoi capture d'écran, pourquoi ce titre capture d'écran. C'est un peu trompeur. Ouais, c'est ça. Il n'a pas encore organisé la dédicace du livre. Donc certainement qu'on en saura davantage. Capture d'écran binationaux africains au mondial qatarien, sorti des éditions Namaria. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de 100% Foot. On dit merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé cette nouvelle livraison de 100% Foot. Merci à toutes les équipes techniques depuis Douala jusqu'à Yaoundé, les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengué. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.